Bonjour à tous, bienvenue à ce séminaire en ligne consacré au parking. Nous patientons une minute avant de commencer pour vous laisser le temps d'ajuster votre siège, le son de votre haut-parleur ou de nous rejoindre si vous avez un petit peu de retard et puis prendre nos marques avant d'attaquer 3/4 d'heure de présentation et puis une dizaine de minutes qui peuvent être consacrées à des questions et réponses en fonction de vos attentes et de vos souhaits. Ce que je vous propose donc, nous allons attaquer. Alors, je suis Francis Kélédjian, je travaille dans une division qui est dédiée au secteur de la construction et qui s'appelle Stelligence et qui est rattachée au service recherche et développement d'ArcelorMittal. Tout d'abord, pour me présenter. Alors, ce webinaire est consacré au parking aérien construit en acier et vous présenter les 10 avantages de cette construction en acier par rapport à d'autres matériaux. Alors, la présentation, elle va être divisée en deux parties. La première va être très générale, presque indépendante du matériau et expliquer comment concevoir un parking. Et la deuxième mettra en avant les avantages de l'acier pour la réalisation de ce type d'ouvrage. Alors, il faut bien voir aussi que Stelligence, donc la division dans laquelle je travaille, sur le domaine de la construction, a pour vocation de réaliser des études, des prédimensionnements, des comparaisons de différentes solutions techniques pour qualifier, expliciter des choix de solutions constructives sur des critères qui ne sont pas uniquement économiques, mais également des critères sociaux ou bien environnementaux, et de présenter les solutions acier sous différents aspects, et notamment les produits à haute valeur ajoutée que développe notre groupe. Alors, notre méthodologie, elle s'applique à de nombreux ouvrages dans le bâtiment tertiaire, grande halle, entrepôt logistique, mais nous avons notamment une application assez récurrente sur le domaine des parkings aériens et on met en avant cette approche holistique, multicritère, pour étudier les parkings. Alors, pour la réalisation d'un parking, on considère généralement différentes phases et avant de lancer des travaux, on va avoir en fait une durée de sensiblement 15 mois qui va s'écouler et qui laisse finalement du temps pour peaufiner ou parfaire les plans d'exécution ou la conception même du parking. Alors cette phase amont, elle est finalement assez longue et elle est même parfois, pour les petits parkings, elle est plus longue que la phase de construction et réalisation elle-même. Voilà une image d'un parking aérien. On voit beaucoup de clarté, beaucoup de vide finalement. Et donc nous allons vous présenter différents critères qui vont servir à définir le parking. Alors en fait, la conception du parking, elle s'appuie sur une analyse qui n'est pas de notre ressort, qui est une analyse des besoins de stationnement. Besoin de stationnement exprimé sous une forme quantitative, bien sûr, le nombre de places, mais également de services qui peuvent être associés au parking,
ou bien d'accès, savoir si c'est un parking public, si c'est un parking réservé à certains personnels ou à certaines personnes ou à certains types de véhicules. Donc ces éléments-là sont les préalables à notre travail ou votre travail de conception du parking, puisqu'ils vont être déterminants dans certains choix. Alors pourquoi un parking aérien plutôt qu'un parking souterrain tout d'abord? Parce qu'il faut quand même commencer par là. Bien, il y a une réponse toute simple, c'est le parking aérien requiert moins d'exigences réglementaires, notamment vis-à-vis de l'incendie. Il se réalise avec moins de travaux. Il est plus facile à exploiter et moins coûteux en exploitation. Et au global, il est 2 à 3 fois moins cher à la place pour sa construction qu'un parking souterrain. Donc l'avantage du parking aérien par rapport au souterrain, il est évident. C'est tout d'abord le coût et c'est ce qui est bien évidemment recherché par beaucoup de maîtres d'ouvrage. Alors pour concevoir un parking, on va en fait s'appuyer sur différentes réglementations, différentes normes, et notamment une norme qui est la NFP 91-120, qui définit la largeur des places. Et ce qu'il faut bien noter, c'est que la largeur d'une place de stationnement, elle est bornée, donc elle est minimale de 2,20 m. Elle peut être modulée en fonction d'une part de l'angle du stationnement par rapport à l'allée de circulation et également par rapport à la présence ou non d'obstacles à l'intérieur de la place. On va y revenir un petit peu plus loin. Alors en fait, pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'on serait tenté de faire le parking avec les places les moins larges possibles pour se dire on va faire le maximum d'emplacement. Alors comme je mets, on risque de tout perdre à vouloir trop gagner. Et donc en fait, à faire des places trop petites, on se retrouve avec 3 voitures garées sur 4 places. Donc 25% de perte, on va dire. Ou bien pire, une place, 2 places occupées par une seule voiture qui s'est garée à cheval. Bon, la voiture a un certain prix et l'idée est d'être au contact d'un poteau et d'une autre voiture à côté a dissuadé le propriétaire de respecter l'emplacement marqué au sol. Et donc là, on a 50% d'occupation. Donc ça illustre la nécessité ou l'intérêt qu'il peut y avoir déjà à ne pas faire des places trop petites pour que l'usager les respecte ou les utilise. Mais c'est également sur un autre aspect la capacité à attirer des clients, notamment en grande distribution. Et donc là, on voit ici pour Leclerc en Bretagne que la largeur de place qui est portée à 2,70 m au lieu de 2,50 m traditionnellement, devient un argument d'attractivité pour le magasin. Et en fait, c'est une opportunité pour le magasin d'augmenter son chiffre d'affaires en se différenciant de ses confrères et en offrant du confort à des utilisateurs qui, de surcroît, vont être plus tentés de venir avec une grosse voiture, éventuellement les enfants, et donc de faire plus de courses et donc de dépenser plus. Alors comme je l'évoquais, le stationnement il peut être organisé suivant 2 grandes organisations principales. Donc le stationnement en épi, où on a des places de stationnement inclinées par rapport à l'allée de circulation, ou bien le stationnement en bataille, où on a les places de stationnement qui sont à l'équerre de l'allée de circulation. Alors le stationnement en épi, comme vous le voyez, il admet des places de largeur réduite, donc 2,30 m, la largeur nominale de la place. Maintenant, si on projette ces 2,30 m le long de l'allée de circulation, eh bien, on note qu'il y a 2,65 m de largeur. Et donc, le biais peut être un petit peu par rapport à l'instinct,
c'est cette différence entre les 2,30 m de large, les 2,65 m réels le long de l'allée de circulation qui font que le stationnement en épi est plus gourmand en surface. C'est-à-dire que pour une voiture donnée, on a plus de mètres carrés consommés que dans un stationnement en bataille à 2,50 m nominal. Alors, je vous avais parlé de la largeur de la place de circulation, de l'allée, oui, de la place de stationnement, pardon. Il y a la même norme régit également la largeur de l'allée de circulation en fonction du type et de la largeur de l'emplacement. Et donc, il y a une modulation également de cette largeur de circulation en fonction de l'angle de stationnement de la place par rapport à cette allée. Alors, vous voyez qu'on peut descendre à 3,50 m de largeur de voie de circulation. C'est pas confortable, c'est pas ce qu'on va souhaiter faire, mais il y a une grande modulation possible tout de même. Alors là, je vous ai représenté le stationnement en épi, mais j'ai tourné mon plan pour que vous voyez différemment la disposition géométrique des places en épi. Voilà, je tourne mon plan. Donc en fait, ce que vous voyez, c'est que là, on a en fait construit en épi. On a maintenu une distance de 6 mètres entre deux places qui se font vis-à-vis. Mais on a une allée de circulation qui, dans les faits, a 4,50 m de largeur. Donc c'est quelque chose qui n'est pas instinctif, encore une fois, cette disposition et ces comparaisons de largeur, mais elles sont en fait à l'origine de cette différence de ratio mètres carrés nécessaires pour stationner un véhicule entre un stationnement en épi et un stationnement en bataille. Alors là, on a un tableau finalement qui va résumer cela. Par rapport à un stationnement en bataille qui est la disposition de référence, eh bien en fait, en considérant un stationnement à 45 degrés, on va en fait consommer 18% de surface, donc de mètres carrés supplémentaires qui seront à construire si on réalise le parking avec un stationnement en épi. Vous voyez que l'écart peut être très significatif. Alors voilà un stationnement en épi, en parking loueur. Alors vous me direz, si c'est 6 consommateurs de mètres carrés, pourquoi est-ce qu'on ferait des stationnements en épi? Alors en fait, il y a deux arguments pour faire du stationnement en épi. La première, c'est une largeur de bâtiment ou une largeur réduite. Donc on peut avoir une largeur de peigne limitée à 14 mètres au lieu des 16 mètres habituels. Et puis, surtout, c'est que le stationnement en épi, tel qu'il est présenté ici, il permet un stationnement rapide, sans manœuvre, en maintenant le coffre accessible. Et ça, c'est ce qui est recherché par un certain nombre d'utilisateurs, particulièrement dans les zones aéroportuaires, sur les parkings P0, ou bien, comme là, chez un loueur, où les gens viennent rendre leur voiture et où ils veulent avoir la possibilité de poser la voiture rapidement, d'accéder à leur coffre pour reprendre leurs affaires. Et donc, c'est une disposition qui convient bien à ce type de client. On va donc réserver finalement cette disposition de parking à des clients particuliers, des usages particuliers ou des typologies, notamment des faibles largeurs de bâtiments. Alors, pour disposer et organiser un parking sur un terrain, on va retenir que
une longueur de place, c'est toujours 5 mètres. La largeur, elle va pouvoir être modulée entre 2,40 m et 2,70 m, voire 3,50 m pour des places handicapées, mais je dirais que là, c'est un cas particulier. On va avoir 16 mètres de largeur libre pour le parking, donc pour franchir une allée de circulation avec 2 places de stationnement de part et d'autre, à l'équerre. Ce qui va plutôt nous amener à imaginer de construire des bâtiments de parking dont la largeur est un multiple de 16 mètres pour avoir des peignes réguliers sur la largeur de ce bâtiment. Et on a une possibilité de réaliser de très nombreux étages. On va dire qu'on va se limiter généralement à 8 étages pour être en dessous des 28 mètres. Il n'y a pas de grandes exigences réglementaires jusque-là. Bon, au demeurant, à part de très très grands parkings, notamment d'aéroports, on est très rarement au-delà de 4 étages sur les parkings réalisés en ce moment. Alors, une fois qu'on a imaginé un petit peu mieux le stationnement des véhicules, l'organisation du stationnement, il faut accéder aux différents plateaux, aux différents niveaux. Donc là, il y a deux typologies, une rampe droite et des rampes hélicoïdales. Alors, le choix n'est pas du tout anodin. En fait, le choix des rampes, leur positionnement, leur nombre, va déterminer particulièrement la distance à parcourir entre l'entrée du parking et la place où on va se garer. Et cette distance peut être variée du simple au double, par exemple. Là, je crois qu'on est sur l'exemple de 3 étages, suivant le type de rampe qu'on va mettre en œuvre. Donc, pour un certain nombre de situations, le choix de la rampe, il va être orienté ou guidé par la distance et le temps de parcours à l'intérieur du parking pour trouver ou pour quitter sa place. Ce critère-là, il va être regardé notamment beaucoup dans les aéroports, un petit peu moins dans les centres commerciaux, encore que. Et il sera d'autant plus déterminant et important qu'on est sur des grands parkings avec des grandes durées ou des grandes distances à parcourir. C'est un élément de choix ou de détermination d'une rampe hélice qui est très souvent gourmande en place, mais qui permet de réduire les temps de parcours sur des étages multiples. Alors, le choix de la rampe, il est aussi guidé par, tout bêtement, la surface disponible sur le terrain. Donc, retenez, ce n'est pas un absolu, mais c'est quand même une très bonne approche. Si vous envisagez de faire une rampe hélice double sens de circulation, ce qui est très très rare, il faut sensiblement 31 mètres de diamètre disponibles sur le terrain. C'est très rare de les avoir sur un parking courant, donc cette solution, elle est presque souvent impossible à envisager. On peut envisager une rampe hélice simple sens ou plusieurs rampes hélices simple sens. Là, on n'a besoin que de 20 mètres de diamètre disponibles sur le terrain. Bon, ça, on les a beaucoup plus souvent, même si certains parkings sont réalisés sur des parcelles de 15-16 mètres de largeur, où là, on serait amené à faire la rampe hélice en surplomb, ou bien ne peut pas être faite tout simplement, mais disons que là, on a quand même quelque chose de beaucoup plus commun. Donc, retenez 20 mètres de diamètre pour faire une rampe hélice simple sens.
Et si vous n'avez pas les 20 mètres de diamètre, bah, globalement, vous êtes condamné à faire des rampes droites. Donc, avant le choix fonctionnel de la rampe, il y a un choix d'évidence qui s'impose par le terrain et la configuration de votre parking, son emprise et son environnement. Alors les rampes hélices, eh bien, on va les privilégier en fait sur des ouvrages avec de nombreux étages, encore une fois pour limiter les temps de parcours et les distances de circulation dans le parc de stationnement. Les rampes droites, eh bien, en fait, on peut les placer en enfilade sur des parkings très longs de plusieurs centaines de mètres. On a possibilité en fait d'avoir la rampe du premier au deuxième qui est dans le prolongement de la rampe du rez-de-chaussée au premier, etc. Mais on peut plus couramment, pour restreindre un petit peu l'emprise foncière, superposer ces rampes droites, comme vous le voyez ici. Et donc on a en fait une zone d'une trentaine ou 40 mètres de long sur 5-6 mètres de large qui va recevoir les rampes de circulation droite. Et puis il y a un cas particulier qu'il faut tout de même présenter, c'est des rampes droites qui peuvent être réduites à des demi-rampes de 12 mètres de long, sensiblement 10-12 mètres, quand on a des parkings en demi-niveau. Donc on a dans ce cas-là des parkings qui sont un peu plus compacts, plus râblés. Ce n'est pas nécessairement l'optimisation de la surface du stationnement, mais vis-à-vis du terrain, ça peut être la solution optimale ou même la seule solution possible, particulièrement si vous avez des terrains qui ne sont pas plans, mais sur lesquels il y a des dénivelés. Alors, la disposition type pour les parkings, donc nous on en retient 5, même si on peut en envisager un très grand nombre. La disposition, en fait, c'est de réaliser des peignes de 16 mètres de largeur. Voilà, je vous ai entouré un peigne type. Pardon. Et ce peigne, on va généralement le traiter sur 70 mètres de longueur, compte tenu de la réglementation incendie et puis de quelques autres critères. Donc on va avoir très souvent des peignes de 75 mètres de long qui vont correspondre sensiblement à 50 places. Donc 75 mètres divisé par 2,50 mètres, ça fait 30 places, on est bien d'accord, mais vous devez sacrifier certaines places pour mettre des rampes, vous devez sacrifier certaines places pour réaliser les escaliers ou les ascenseurs. Donc retenez que l'ordre de grandeur, 16 mètres sur 75 mètres, vous allez pouvoir créer 50 places par niveau, plus ou moins. Alors, le parking en acier, il va être composé de planchers légers, avec des poteaux qui sont au fond des places et non pas contre les allées. Et donc on aura cette disposition, donc des pièces métalliques qui vont porter sur 16 mètres d'arrière de voiture à arrière de voiture, sur des poteaux qui sont implantés dans l'autre sens, toutes les 2 à 4 places. La dimension exacte dépendant de la largeur de place, puisqu'on essaye d'être calé sur les places, sur la dimension des places. Et puis, fonction également du choix des fondations ou de la typologie du terrain pour choisir cet entr'axe. Donc on va se retrouver avec un schéma constructif très simple. On n'est pas en portique, mais on est en isostatique partout. Et on aura des palets de contreventement ponctuels pour stabiliser cette structure simple. Alors, un élément déterminant tout de même
la réalisation de cette structure et sa justification, c'est la réglementation incendie. Et cette réglementation aujourd'hui, elle est très bien définie et cadrée dans un document de référence qui est l'arrêté du 9 mai 2006 relatif au parc de stationnement. Cet arrêté, il a été ajusté, complété légèrement en 2018, mais il n'a globalement pas beaucoup changé. Et je vais vous en donner quelques éléments qui sont déterminants dans la conception du parking. Il ne s'agit pas ici de mener les calculs de justification des structures, mais d'expliquer un petit peu les principes et les exigences de ce texte. Voilà, donc dans le contexte réglementaire français, bien entendu, si vous êtes travaillé sur d'autres pays, les textes de référence sont autres, même si les idées sont généralement similaires à celles de ce texte. Alors, le parking largement ventilé, j'insiste sur largement ventilé, il va procurer des économies supplémentaires puisqu'il va permettre de supprimer toute la ventilation mécanique, contrairement à ce qui se fait notamment dans les parkings souterrains. Il va permettre de supprimer le compartimentage, particulièrement intéressant sur les grands parkings. Et il va permettre de justifier au feu la structure sans protection rapportée, ni peinture intumescente, ni flocage. On ne rajoute pas de protection, mais on a néanmoins une justification au feu de la structure. Et cette organisation va permettre en fait d'avoir des poteaux fins, plus minces que dans d'autres solutions techniques ou d'autres matériaux, et qui peuvent être très espacés. Les plus espacés que j'ai fait, je crois que c'était 5 places, donc on était à une trame de 16 mètres sur 13 sensiblement. Alors, le règlement, l'arrêté PS de mai 2006, par son article 7, l'article PS7, il permet de considérer la tenue au feu du parking aérien vis-à-vis d'un feu de voiture au lieu d'un feu ISO 834 normalisé. Donc, c'est l'élément très important qui permet en fait de justifier les structures en acier vis-à-vis de l'incendie. On ne va pas considérer le feu ISO traditionnel, dont la courbe d'échauffement vous est présentée ici en bleu, mais on va considérer une courbe d'incendie ou d'échauffement de la structure liée au brûlage d'un ou de plusieurs véhicules, et le brûlage de véhicules dans un parking, il correspond en fait à une montée en température très différente et avec des pics très différents de ceux de la courbe ISO. Donc on a en fait globalement un incendie qui se déclare et qui se déroule beaucoup plus rapidement. L'ordre d'idée, c'est 1 heure sensiblement, et avec un pic de température qui est plus fort que la courbe ISO au même moment, mais qui est supportable parce qu'il est réalisé dans un temps court d'une vingtaine de minutes et que les structures sollicitées à chaud le sont sur une période assez réduite et permettent de le supporter. Alors cette réglementation et cette justification des parkings, elle a amené depuis, je crois, 25 ans, la construction de 50 000, mais je crois qu'on est même bien au-delà de ça, places de parking dans toute l'Europe, qui sont réalisées avec des structures métalliques visibles, sans protection rapportée, mais encore une fois sans protection, mais justifiées à l'incendie néanmoins. Ça va nous ramener vers les chiffres clés à retenir pour la conception du parking. Donc, je vous le redis, 5 mètres longueur de place. Oui, c'est ça, longueur de place.
2,40 m à 2,70 m pour la largeur de la place, 16 mètres de portée libre pour le parking et aucun poteau sur cette largeur de 16 mètres. Ça va nous donner, puisque les maîtres d'ouvrage sont aussi à l'affût de ce type de ratio, on va considérer des surfaces de 30 à 38 mètres carrés de plancher par véhicule. Alors ce ratio, il tient compte bien sûr des allées et des rampes qui sont construites dans le parking. Et ça nous amène sur des ordres de grandeur de 10 à 12 000 euros hors taxe, la place, hors fondation, vêture, ascenseur ou équipement travelator de ce type, et équipements monétiques qui ne sont pas comptés, qui sont d'ailleurs pas souvent dans le lot construction. C'est des ordres de grandeur. Il faut savoir que sur des parkings souterrains, on est plus couramment entre 25 et 35 000 euros la place. Fonction bien sûr du terrain et surtout de la profondeur et du nombre de places exigées. Alors, concevoir un parking aérien, vous avez vu un petit peu les clés ou des éléments pour cela. Pourquoi le choisir de le faire en acier? Bien, en fait, j'ai 10 avantages clés à vous présenter sur ce sujet. Je vous ai listés ici. Et puis, je vais vous les présenter, les passer en vue un par un avant que je ne vous laisse la parole pour peut-être des questions supplémentaires. Un premier grand avantage, c'est l'allègement de la structure. Donc, je reprends mon petit schéma là avec la trame simple de 16 mètres sur ici 2 places de stationnement, donc 5 mètres. Sur cette structure mécano simple, on va venir construire un plancher en béton coulé sur une dalle, sur un bac acier métallique. Et ce plancher béton, il va être connecté aux poutres métalliques. Donc, on a ici des connecteurs ou des goujons qui sont soudés sur les poutres. Les poutres sont le plus souvent livrées déjà avec ces goujons soudés. Et on va ainsi réaliser une structure très légère, puisque l'épaisseur du plancher, c'est 14 cm, et on a un poids de béton équivalent à une épaisseur moyenne de 8 cm, si je ne m'abuse. Vous voyez ici une photo d'un plancher en cours de préparation. Donc, les connecteurs que je vous évoquais visibles, le bac bien sûr, les solives, et vous noterez le plus souvent qu'on a un poteau filant. Et donc on a, contrairement à d'autres techniques de construction, on réalise nous généralement des poteaux sur 3 niveaux, voire sur toute la hauteur du parking. Et c'est une des clés de la rapidité du montage et du coût, puisque la réalisation d'un joint sur un poteau peut représenter sensiblement le coût de 2 ou 3 mètres de poteau courant. Et ce plancher, donc très léger, il va également avoir une incidence forte sur les fondations qui seront beaucoup plus petites, beaucoup plus légères, à anthrax égal, et ou permettre d'augmenter l'anthrax des poteaux tout en maintenant des fondations un petit peu plus grosses. Alors, les gains en fait qui sont obtenus par cet allègement de la structure, donc essentiellement le poids du plancher, mais également pour partie le poids des poteaux, et bien en fait on a sensiblement une structure de parking aérien en acier qui est 2 fois plus légère ou 2 fois moins lourde qu'une structure
en béton équivalente avec les 16 mètres de portée. Et au niveau des fondations, on génère le plus souvent 20% d'économie, ces coûts étant bien sûr fortement liés à la nature du terrain, si on est en fondation spéciale ou pas, et la sismicité ou pas de la zone. Alors, deuxième avantage qui est un des plus méconnus, c'est la capacité et la possibilité de supprimer les joints de dilatation dans la construction mixte. Alors, je vais développer un petit peu. Dans l'Eurocode 2, qui régit les règles de calcul dimensionnement du béton armé, il est indiqué que dans les bâtiments, les effets de température et du retrait peuvent être négligés dans l'analyse globale, sous réserve que des joints espacés d'une certaine distance soient incorporés afin de reprendre les déformations résultantes. Alors, notez bien que le règlement du béton armé indique que on peut négliger les effets de température et du retrait, moyennant un certain nombre de dispositions ou de précautions de longueur. Mais il n'impose pas nécessairement de faire des joints. C'est-à-dire qu'on peut très bien calculer et prendre en compte les effets de température et de retrait et supprimer des joints de dilatation. Ça demande un calcul supplémentaire. Mais c'est explicitement permis par l'Eurocode 2. Alors qu'on nous oppose très souvent, ou on oppose très souvent au maître d'ouvrage, le fait qu'il faut faire un joint de dilatation. Non. On peut s'en passer, mais ça demande des dispositions particulières, des calculs, et très souvent un surferraillage. Maintenant, si on prend une construction suivant l'Eurocode 4. Donc l'Eurocode 4, c'est un règlement spécifique relatif à la construction mixte. Eh bien, en fait, si on travaille sur une structure, et notamment un plancher connecté tel que celui que je vous ai présenté, on a en fait une construction et un comportement de la structure où le retrait du béton, il est empêché. Pardon. On a en fait des mini-dalles de plancher qui sont coincées ou dont la dilatation est bloquée entre les fils de goujon qui l'encadrent. Et ces effets de dilatation vont amener un petit effort supplémentaire pris en compte dans le dimensionnement des goujons et des poutres, mais il ne va pas se propager et se cumuler comme il le ferait dans une dalle béton classique. Et donc c'est ce principe, ce mécanisme qui permet de justifier dans l'Eurocode 4 la suppression des joints de dilatation. Et donc, avec ce mécanisme et cette disposition constructive, on va pouvoir réaliser des planchers, des dalles de très grande dimension qui vont jusque 70 mètres sur 100 mètres sans JD. On a fait plus, je crois qu'en Suisse on a eu du 100 mètres x 120 mètres, mais aujourd'hui on fait couramment dans les parkings des dalles de grande dimension sans joint de dilatation. Alors il y a un joint de coulage, donc il y a bien un joint au moment où on coule la dalle, on va dire en instantané, mais il n'y a pas de joint de dilatation sur le fonctionnement du bâtiment, du parking et la dalle de très grande dimension. Ça m'amène au troisième point qui est le comportement sismique optimal. Alors tout d'abord, on a une structure légère. Donc une structure légère, ça va permettre d'avoir moins de poids, moins d'efforts à considérer
vis-à-vis d'une action sismique. Donc ça, c'est déjà une première clé du comportement sismique du parking aérien métallique. Mais l'autre intérêt qu'on va déduire de mon précédent point relatif à la suppression des joints de dilatation, c'est qu'on va pouvoir considérer, en fait, le bâtiment avec un nombre de blocs de stabilité réduit. Alors, là, dans l'exemple que je vous donne, on a un parking 70 mètres sur 70 mètres. Il n'y a pas de joint de dilatation, donc on a un seul bloc. Et en fait, plus vous avez un parking de grande dimension, plus vous avez un grand nombre d'étages, et plus le dimensionnement, notamment des poteaux, il est déterminé par le déplacement relatif des blocs entre eux. Si vous n'avez qu'un seul bloc, vous n'avez pas à gérer des déplacements relatifs. Et de surcroît, en structure mixte ou métallique, on peut accepter des déplacements de l'ordre de 10 cm, là où en béton et en bois, on se limite généralement à 6 cm, sachant que si vous avez des déplacements relatifs, eh bien en fait, on se limitera en béton ou bois le plus souvent à des déplacements de 3 cm dans chaque direction pour chacun des blocs. Donc vous voyez qu'on a une structure plus légère, on accepte des déplacements jusqu'à 10 cm et pas de déplacement relatif à considérer. Et bien en fait, l'économie du dimensionnement, elle est à rechercher là quand on est dans une zone sismique. C'est le modèle du comportement au séisme et pas le dimensionnement du poteau sous charge simple qui va être l'écart majeur entre les deux solutions et qui amènera l'économie recherchée avec une solution métallique. Alors, quand on est en zone de forte sismicité, on sera amené à réaliser des contreventements complémentaires dans les deux directions et on prendra des dispositions, notamment géométriques, pour que les contreventements ne soient pas incompatibles avec le passage, le stationnement ou l'ouverture des portières des usagers. Donc on a des inclinaisons de poteaux de contreventement, qui sont rarement à 45 degrés, mais plutôt à une trentaine de degrés, pour justement avoir une adéquation entre les fonctionnalités du parking et ses exigences de contreventement supplémentaires. Alors, beaucoup plus évident, la rapidité de construction et la facilité de montage des structures métalliques. On a des pièces légères pour les ordres de grandeur. Voilà, on va dire qu'une solive de 16 mètres, ça va peser une tonne 2. Et ces pièces-là sont entièrement préfabriquées en usine. Elles arrivent sur site prêtes à poser. Donc on va pouvoir faire un montage rapide avec des éléments qui sont livrés sans stockage sur chantier, en juste à temps, qui sont montés et assemblés avec des boulons, donc comme un mécano. On n'a pas à attendre du séchage, on n'a pas à attendre quoi que ce soit. La structure poteau-poutre se monte et s'assemble et est figée très vite. Et comme vous le voyez, et comme je vous l'ai déjà dit, on va construire la structure non pas étage par étage, mais généralement sur 3 niveaux d'un coup. Et on ne coulera et on ne mettra en œuvre les planchers qu'au fur et à mesure ou après la mise en place de la poutraison sur 2 ou 3 niveaux. C'est un gain de temps énorme pour la construction du parc. Alors afin de limiter ou carrément supprimer l'étaiement, on peut réaliser des contre-fléchages des poutres. Et donc en fait, on va bien prendre en compte la déformation de la structure sous le poids du béton au moment du coulage, alors que la dalle n'est pas encore sèche, ça ne participe pas à la résistance. Et donc en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est intégrer dans notre calcul de
charpente métallique de poutres. Là, alors, donc c'est des poutres goujonnées hein, et contrefléchées. On va pouvoir intégrer l'écoulement des eaux, donc en créant un point haut au milieu de des poutres, et également alors je vais vous montrer avec ma souris, j'espère que vous allez voir. Donc voilà, on voit bien sur cette poutre, là au fond, on voit bien le contrefléchage qu'elle est déformée. Et donc en fait, cette déformation, elle a pour but de reprendre une partie, le poids du béton au coulage. Donc la poutre va descendre sous le poids de ce béton, elle va s'affaisser en quelque sorte, ou elle va tourner aux extrémités pour descendre d'une dizaine de centimètres, hein, c'est l'ordre d'idée, et maintenir tout de même une courbure centrale, un point haut au centre de la poutre, qui va assurer qu'on n'ait pas de stagnation des eaux dans la haie de circulation, mais que l'eau soit repoussée vers les fonds de place, vers les fonds des voitures, ce qui permet aux piétons de ne pas patauger dans l'eau ou aux véhicules de faire de l'aquaplaning dans les allées de circulation, et puis de récupérer l'eau dans des descentes qui sont judicieusement placées devant ou à l'arrière des places de stationnement. Alors la construction métallique, d'une manière générale, elle produit des nombreux certificats de différentes natures. Alors il y a un premier certificat qui est essentiel, c'est le certificat matière, donc qui va caractériser la provenance des aciers, leur composition chimique, leur résistance mécanique. Donc ça, c'est ce que produisent les sidérurgistes. Il y a une autre certification qui est établie et au niveau du constructeur, donc qui va en fait certifier la qualité de ces fabrications suivant une norme, le N1090, le plus souvent avec différentes classes d'exécution, et donc qui peut certifier la qualité de sa fabrication avec une autre norme. Et on a également la possibilité. Il y a aussi également une certification des traitements de surface des pièces, donc ça peut être des peintures ou des galvanisations. Et enfin, on a une certification ISO 9001 et environnementale de nos usines, qui est une des clés aussi pour appréhender le bilan carbone et environnemental du bâtiment. Alors, je rappelle ici que l'acier est un matériau indéfiniment réutilisable, recyclable à 100%, sans perte, contrairement au verre ou au papier qui s'use, entre guillemets, au bout de quelques cycles. L'acier, lui, peut être recyclé indéfiniment, sans aucune perte de qualité. Et une partie significative des aciers mis en œuvre pour construire les parkings aujourd'hui est en fait de l'acier issu de recyclage et pas directement de la filière minerai. Donc ça peut être aussi pour un certain nombre de projets un élément qui entre en ligne de compte dans le bilan carbone du projet. Flexibilité, évolutivité, démontabilité. Alors là, j'ai regroupé trois choses qui montrent l'excellence de l'acier sur les parkings, mais comme sur bien d'autres typologies de bâtiments, que ce soit du bureau ou du résidentiel, c'est sa formidable adaptabilité. Alors tout d'abord, on a une grande facilité, adaptabilité sur la manière de construire. On peut construire le parking, je vous l'ai dit, sur plusieurs étages, mais on peut également le construire par tranche verticale, comme c'est le cas, où on est sur une parcelle enclavée et où on construit le parking en ressortant de la parcelle, du fond de la parcelle vers nous sur 3 étages ou 4 étages en même temps. On a la possibilité d'organiser le parking sur une surface petite
Et donc là, pour ce centre commercial, on préserve autour du chantier le stationnement de véhicules. Et donc, on a minimisé le nombre de places perdues pendant la phase travaux. On a la possibilité de construire des parkings qui acceptent ou qui prévoient une extension. Donc, on a ce parking de petite dimension, mais qui est déjà prévu pour la construction d'un étage supplémentaire. Donc, les fondations étaient dimensionnées pour, et les poteaux ont été prolongés, on va dire, dès l'origine, et équipés de platines pour pouvoir venir poser simplement en rehausse le deuxième étage qui est déjà dessiné. Je dirais qu'il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton pour le fabriquer. Le jour J, le maître d'ouvrage pourra construire son parking, son extension, et il pourra le faire tout en maintenant le stationnement en partie basse, puisqu'il pourra construire le nouveau parking simplement en travaillant depuis la plateforme haute. Alors, un autre exemple d'évolutivité, vous voyez donc ce parking, et notamment cette zone-là, je vais zoomer dessus, vous voyez. Curieusement, on voit des attentes là, soudées sur les poutres. Alors, c'est pas un hasard, c'est qu'il est prévu en fait de démonter la ligne électrique très haute tension ici. Et donc, il est prévu de venir construire, de reconstruire les 2 étages qui manquent du parking une fois que la ligne électrique aura été déposée. Et donc, le parking, il est bien conçu pour l'attente de cette deuxième phase. Et les poutres sont déjà équipées pour accueillir les éléments de plancher qui vont venir former ce parking. Et puis, on a la possibilité de construire des parkings par module. Et ces parkings et ces modules sont du coup démontables. On peut les juxtaposer, les accoler et créer comme ça des parkings démontables pour des périodes plus ou moins longues. Alors, on est généralement dans cette configuration sur des modules de 16 mètres sur 2,50 m qui correspondent à 2 places de stationnement et l'allée de circulation. Les hauteurs d'étage, elles sont modulables. On est généralement sur du 2,50 m sous poudre. Voilà, mais ça encore, c'est ajustable. Justification feu sans protection, donc je l'ai abordé à travers la réglementation incendie et l'arrêté PS. On a, donc je ne reviens pas énormément dessus, si ce n'est que rappeler que dans cette réglementation, on a 50% d'ouverture entre les façades opposées qui sont exigées et qu'on doit avoir 75 mètres au maximum entre les façades qui assurent la ventilation. Voilà quelques exemples de façades avec justement la ventilation assurée dans le parking. L'impact esthétique, donc là, je dirais, je vais laisser votre imagination jouer à plein. Quelques exemples de réalisation, donc des mailles pour parer une vêture une façade d'un parking, une façade avec un éclairage spécifique. Voilà, la possibilité de moduler, suivant les étages, la couleur, soit du bac, soit de l'éclairage. Et le traitement possible de l'esthétique du parking de nuit. La possibilité d'associer tous les matériaux à notre structure, mais bien sûr de réaliser des végétalisations, comme c'est le cas à Metz sur ce parking, où on a en fait des végétaux qui sont mis en place sur un des pignons du parking, associé à une maille en acier. Et puis des bardages plus classiques, mais qui sont très souvent aussi des supports de l'enseigne ou de la marque du magasin, et donc la façade entre guillemets du parking devient la vitrine,
et le porte-enseigne du magasin ou de l'entreprise. Dernier point que je voulais souligner, c'est l'optimisation du nombre de places et le confort d'usage. Eh bien, écoutez, moi, je trouve qu'un des meilleurs exemples, c'est les rampes de circulation. On a des rampes confortables, sans parois, avec une visibilité totale pour les conducteurs. Et ça, on n'a aucun autre équivalent, aucun autre matériau ne peut offrir une visibilité équivalente et un confort équivalent. On supprime les poteaux entre les places, donc vous voyez ce que peut être la taille d'un poteau dans un parking courant. Et nous, on arrive avec des poteaux qui font généralement 300 mm de largeur et une profondeur de 300 à 500 mm pour les plus gros poteaux que j'ai pu voir. Alors, supprimer les poteaux entre les places, c'est gagner 10 cm de largeur par place, 5% du prix, et c'est aussi offrir une très grande évolutivité des dimensions, puisqu'on peut repeindre les places de parking et moduler la largeur des places pour, à terme, agrandir ou réduire les places, ou éventuellement modifier, suivant les zones, la taille des places. Donc l'approche StiliJohns et notre approche, c'est de présenter les produits les plus innovants et les plus modernes pour réaliser ces structures. Donc j'ai présenté ici un petit peu un récap des différents produits qui peuvent être mis en œuvre. Donc des poutrelles à haute limite élastique, des poutrelles alvéolaires, donc percées de trous, des planchers, bac acier assez classique, collaborant, donc Cofra Plus 60, mais également notre nouveau bac acier Cofra Plus 220 qui permet de porter sur 5 mètres, 5 mètres 50 sans étaiement et 8 mètres avec étaiement. Des façades et des ombrières qui peuvent être réalisées avec nos produits Magnélis, une anticorrosion améliorée, ou des produits d'esthétique comme Mascaret, Irisa ou Perle, donc qui sont des qualités d'acier, de revêtement d'acier prélaqué particulières. Et quelques exemples encore. Donc vous avez en photo à gauche là, un parking réalisé avec un Cofra Plus 220, donc un anthrax de 5 mètres entre les différents solivages. Des poutres alvéolaires Angelina. Et puis quelques exemples, là c'est une ombrière, quelques exemples de tôle ou d'habillage de façade. Et il me reste encore quelques instants pour répondre à vos questions, si vous le souhaitez. Bonjour Francis, c'est Pascal. Donc, pour le moment, je dirais les gens sont un tout petit peu timides. J'ai une question. Alors, elle est assez courte et dans la tendance sur un des thèmes, c'est-à-dire les véhicules électriques. D'accord. Comment gérez-vous le cas des véhicules électriques dans le cadre, je présume, des parkings aériens? Alors, les parkings, ouais, je vais répondre à ça. Alors, vis-à-vis de la réglementation incendie, le véhicule électrique est considéré dans les scénarios de brûlage comme un véhicule classique. Donc, il aurait même une charge calorifique un petit peu plus faible, mais disons qu'il est considéré de la même manière. Il y a 2 éléments de précaution qui sont exigés dans la version 2018 de l'arrêté parking. La première chose, c'est d'avoir une zone spécifique dédiée à la recharge des véhicules électriques. C'est-à-dire qu'on veut que les véhicules électriques, quand ils sont en charge, soient dans une zone particulière et pas dans une zone courante. Et cette zone particulière, elle est limitée au stationnement de 8 véhicules et elle doit être séparée de la zone de stationnement courant par une paroi pare-flamme. Alors je dis bien une paroi pare-flamme et pas nécessairement un mur coupe-feu. Donc ça peut être une solution de paroi mince, légère, qui peut être déplaçable suivant la localisation de cette zone de recharge. Elle peut être déplacée éventuellement dans l'évolution du parking.
Et l'autre point qui est associé, c'est que cette zone de stationnement, elle doit nécessairement être située au rez-de-chaussée, au premier étage du parking, ou bien au dernier niveau. Le but, c'est qu'en fait, s'il y a un incendie dans cette zone de charge, les conséquences de l'incendie soient faibles si la zone de charge est au dernier niveau, ça va brûler à l'air libre, ou bien si c'est au rez-de-chaussée ou au premier étage, faciliter l'intervention des secours et des pompiers pour pouvoir éteindre cet incendie et ne pas les obliger à intervenir nécessairement dans l'intégralité du parc. Donc voilà les spécificités relatives aux véhicules électriques. Merci Francis. Alors, dans les paramètres clés, est-ce que tu peux préciser les pas d'étage classiques, entre parenthèses, épaisseur plancher, hauteur de poutre? D'accord. Ouais. Donc sur les dimensions là, que j'évoquais de 16 mètres de portée, on est sur des poutres qui font 45 cm de hauteur. On a un plancher qui est associé de 14 cm, donc on est sensiblement à 60 cm d'épaisseur pour la trame courante de 16 mètres. Ces solives enfin ces poutres de 16 mètres, elles sont disposées tous les 2,50 m. Il y en a une au-dessus de chaque place. Si on passe avec un entraxe de 5 mètres, donc toutes les deux places, là on aura une poutre qui sera un petit peu plus haute, qui pourra faire 50 cm d'épaisseur, voire 55. Mais voilà, je dirais que si vous devez retenir une dimension, une typologie courante, c'est 60 cm de hauteur. Ça peut aller à 70 cm pour le complexe, poutre, plancher et même étanchéité qui est le plus souvent une résine et donc qui a une épaisseur extrêmement faible associée à ça. Puisqu'on évoque l'étanchéité, enfin, j'évoque l'étanchéité, je tiens à préciser que les dispositions aujourd'hui sont d'assurer une étanchéité du dernier niveau, donc de la terrasse, mais de n'avoir pas d'étanchéité dans les étages courants. Ça n'est pas nécessaire. Et concernant les hauteurs ou les gabarits, on peut bien évidemment assurer n'importe quelle hauteur sous poutre. Notre structure, elle est bien adaptée, que vous ayez une hauteur de passage de véhicule sous poutre de 1,90 m ou 2,50 m ou 3 m, ça ne pose pas de difficulté. L'incidence de cette hauteur d'étage, elle se trouve plutôt dans la longueur des rampes. C'est-à-dire que si vous avez une hauteur d'étage de 3 mètres, donc on va dire 2,40 m sous poutre, vous aurez une rampe un petit peu plus longue que si vous avez 1,90 m sous poutre. L'autre élément aussi qu'on nous demande dans certains parkings, c'est d'avoir le rez-de-chaussée avec une plus grande hauteur libre. Ça ne pose pas de problème. C'est notamment le cas dans les centres commerciaux où on veut que les véhicules de pompiers avec un gabarit de 3,50 m sous poutre puissent rentrer dans le parking ou passer le long d'une voie pompier qui est calée sous le niveau du R+1 du parking. Il n'y a pas de difficulté à cela et ça amène quasiment, enfin, je dirais que ça amène aucun surcoût puisque la structure vis-à-vis de l'incendie, en fait, quand vous augmentez la hauteur d'étage, vous éloignez les poutres de l'incendie du véhicule. Et donc ça a un effet bénéfique quelque part d'avoir une hauteur d'étage importante. Je dirais qu'au global, ça n'amène pas de surcoût de construction. Ça n'amène un surcoût que sur les rampes. Est-ce que j'ai d'autres questions ? Il y a encore une petite question, mais je ne pense pas qu'il sera faisable d'y répondre ici dans le cadre du webinaire et que ça méritera un contact ultérieur avec la personne qui est identifiée par la question. Donc j'espère qu'elle sera d'accord d'être contactée. C'est peut-être de donner un exemple de parking construit avec nombre de places, prix complet, délai, photo. Je ne pense pas que c'est ici qu'on pourrait rentrer dans une présentation, une explication rapide de ce genre d'informations. Il y a eu des exemples publiés notamment par Construire Acier. Il y avait,
j'ai montré plusieurs photos de ce parking, donc qui est le parking des machines sur l'île de Nantes. C'est un parking de 1001 places construit en 2006 et il est fondé sur pieux de 25 mètres de profondeur puisqu'on est au milieu de la Loire hein, pour situer le terrain, la nature du terrain. Et ce parking a fait l'objet d'une étude assez poussée, je crois qu'il y a des éléments, et il ressortait à un coût de construction de, pour être assez précis, je crois que c'était 11 500 € hors taxe, la place, coût de construction. Donc il y a une étude qui est documentée sur ce parking et il y a beaucoup de photos. Je crois que c'est Construire Assis qui avait publié une brochure sur ce projet. Donc ça peut être une réponse à cette question. Je pourrais bien sûr présenter ou trouver des éléments sur d'autres projets, même s'il n'y a pas forcément une synthèse qui est déjà réalisée, mais je veux bien m'enquérir de demandes particulières autour de cette question ou regarder des projets que vous pourriez nous soumettre. Voilà. Ok Francis, alors pouvez-vous évoquer les éventuelles contraintes acoustiques liées au parking acier, notamment dans le cadre d'un établissement tiers situé au rez-de-chaussée? Alors, on n'a généralement pas d'exigence vis-à-vis de l'acoustique. Donc ça, ça fait généralement pas partie du cahier des charges. On n'a pas de grande sollicitation ou de questions sur ce sujet, notamment parce que on n'a pas de pianotage entre les éléments. On a encore une fois une dalle qui est unique. On n'a généralement aucun joint de dilatation notamment. Donc on a très peu de zones de bruit ou spécifiques. Si le sujet a une isolation phonique vis-à-vis d'un tiers, le plus souvent la réponse sera d'isoler phoniquement le tiers, donc la zone de commerce par exemple qui peut être mise en place à l'intérieur, ou la zone de service ou la conciergerie qui peut être mise en place à l'intérieur du parking, mais on va plutôt traiter le local plutôt que d'avoir une considération particulière pour l'ensemble du parking. Et on a également la possibilité de choisir peut-être de manière plus fine le revêtement à certains endroits, enfin le revêtement chaussé à certains endroits, notamment les bas et les têtes de rampe, puisqu'en fait, c'est les lieux où il y a des bruits liés à la rotation des véhicules. Donc, c'est des zones où il peut y avoir un petit peu plus de bruit et où le traitement particulier du revêtement de chaussée peut améliorer ou réduire ces bruits. Voilà. Mais encore une fois, ça ne doit pas être un sujet très prégnant, très difficile normalement, ou très contraignant sur un parking. Et Francis, j'ai juste une question qui vient d'apparaître. Donc, ce sera la dernière parce que le temps est en train de s'étaler. Et de toute façon, je peux rappeler à tous les participants que vous pouvez aisément nous recontacter après ce webinaire. Des informations vous seront envoyées dans ce sens-là début de semaine prochaine avec le lien vers le replay. Et puis, vous avez mon adresse mail. Question. Pardon, Francis? Vous avez mon adresse mail, donc vous pouvez m'adresser un mail. Oui, tout à fait. Francis, donc les informations seront bien envoyées à tous les participants et toutes les personnes qui se seront inscrites. Alors, serait-il possible, je l'ai dit en live, serait-il possible de nous transmettre un catalogue bidimensionnel des structures métalliques de PSLV intégrant les quatre types définis par le CTICM et l'ingénierie feu? Alors, ce document, il est finalement disponible auprès du CTICM. C'est lui qui pourra diffuser le document en question. Maintenant, je vous invite à nous contacter. On maîtrise finalement ce document et on est souvent à même de répondre à votre attente dans un premier temps
assez facilement, c'est une partie de mon travail. Donc, l'interlocuteur pour avoir le document, c'est le CTICM, mais n'hésitez pas à me consulter pour avoir peut-être un avis ou une proposition dès avant sur votre projet. Voilà, bah écoutez, merci de votre attention. Je vais finir avec une autre petite information. Donc, on a mis en place des webinaires réguliers chez Stelligents. Et donc, je vous invite à aller sur notre site internet pour consulter les programmes de nos webinaires qui se tiennent en français, en anglais, allemand et néerlandais, si je ne m'abuse. Le prochain webinaire en français, il aura lieu le 26 novembre à 11 h et vous pouvez vous inscrire déjà sur cette session dont le thème sera l'acier, matériaux du futur, comment remplir les enjeux environnementaux et architecturaux tout en réduisant les coûts de votre projet. Et on fera ce webinaire en collaboration avec le moniteur. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end bientôt. Et puis, j'espère vous retrouver prochainement sur d'autres webinaires ou de visu à l'occasion de l'étude d'un parking ou d'un autre projet avec vos équipes. Merci, bonne journée.